En Formule 1, ton caleçon peut te disqualifier. Non, ce n'est pas une blague, et c'est même pas la règle la plus folle de la Formule 1. Parce que la F1, ce n'est pas juste un sport de vitesse, c'est un sport où l'invisible décide souvent du résultat. Des règles que personne ne voit, que personne n'explique, mais qui peuvent ruiner une victoire parfaite. Et tout ça commence sous la combinaison. Quand on parle de sécurité en Formule 1, on pense souvent au halo, au crash test, ou au mur Tech Pro. Mais presque personne ne sait que les sous-vêtements des pilotes sont ultra réglementés par la FIA. Dans le règlement, c'est marqué noir sur blanc, tout ce qui est porté sous la combinaison doit être homologué par la FIA et ignifugé. Les sous-vêtements, t-shirts, chaussettes, cagoules, coutures, élastiques, absolument rien n'échappe au contrôle. Et pourquoi une règle aussi extrême? Parce que en cas d'incendie, la combinaison seule ne suffit pas. La chaleur traverse les couches, et si un pilote porte un vêtement classique en dessous, coton synthétique ou polyester, le tissu peut fondre, coller à la peau et provoquer des brûlures profondes. Ça s'est déjà produit dans l'histoire de la Formule 1, bien évidemment je vous mettrai pas les photos à l'écran, et c'est d'ailleurs précisément pour ça que la réglementation est aussi stricte. Il faut savoir aussi que cette règle n'est pas que symbolique. Un pilote peut être disqualifié même s'il a gagné la course, même s'il a eu aucun incident. Les commissaires peuvent vérifier l'équipement avant ou après le Grand Prix, et ce n'est pas juste un oui ou non. Chaque vêtement doit résister aux flammes pendant un temps précis, testé en laboratoire, et chaque pièce a une homologation officielle. Alors je vous rassure, c'est que très rare qu'il y a des problèmes avec les vêtements, mais oui, ça existe. Et d'ailleurs, encore plus absurde, les sous-vêtements doivent être parfaitement ajustés. Pourquoi me diriez-vous? Parce que des plis et des poches d'air peuvent créer des points de surchauffe localisés. Oui, même la façon dont ton caleçon est cousu peut poser problème. Et la F1 est ultra analysée, ultra médiatisée, et cette règle qui touche littéralement tous les pilotes n'a quasiment été jamais traitée. Et pourtant, elle est non négociable. Et voici 8 autres règles sur la Formule 1 qui sont complètement what the fuck. Et la 7ème va sûrement te surprendre. En Formule 1, tu pilotes une voiture qui va à 350 km/h facilement, mais tu n'as pas le droit de porter une bague. Le règlement FIA interdit tout bijou en piste, zéro exception. Bague, collier, bracelet, boucle d'oreille, piercing, tout est interdit. Pourquoi? Parce que en cas d'accident, le métal devient un danger immédiat. Il peut chauffer instantanément, provoquer des brûlures ou compliquer l'intervention des secours. Un bijou coincé peut empêcher de retirer un gant, un casque ou une combinaison en urgence. Sur le papier, la règle semble logique, mais dans la réalité, elle a été ignorée pendant des années. Les pilotes portaient des bijoux, les équipes le savaient, la FIA le savait, mais personne n'appliquait réellement la règle. Et puis un jour, la FIA a décidé de l'imposer brusquement, sans transition, sans tolérance. Résultat, polémique, tension, pilote furieux. Certains expliquaient qu'ils portaient ces bijoux depuis le tout début de leur carrière, d'autres invoquaient des raisons culturelles ou personnelles, mais la FIA est restée fermée. Pas de bijoux, pas de départ. Et le plus fou, c'est que cette règle est invisible pour le public. Tu ne vois pas à l'écran si Charles Leclerc a sa bague de fiançailles. Mais en tout cas, cette règle décide si un pilote a le droit de courir ou pas. Le casque est vu comme le symbole de sécurité ultime en Formule 1. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il est soumis à une limite de poids extrêmement précise. Ce n'est pas esthétique, ce n'est pas symbolique, c'est une règle technique stricte. Alors pourquoi limiter le poids d'un casque? Parce que en cas de choc violent, un casque trop lourd augmente les forces exercées sur la nuque et sur le cou. Plus lourd, plus d'inertie, et plus d'inertie, plus de risque de blessure grave. La FIA impose donc un poids minimum mesuré au gramme près. Chaque casque est testé, homologué et parfois même pesé lors des contrôles. Et là où ça devient fascinant, même la décoration du casque compte. La peinture, le vernis, les couches supplémentaires, tout ajoute du poids. Un design trop complexe peut obliger à alléger ailleurs, et c'est pour ça que certains casques de F1 coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils sont optimisés au gramme près. À l'écran, on voit juste des couleurs, mais en fait le casque est extrêmement complexe. Aujourd'hui, chaque point compte. Mais pendant des décennies, ce n'était pas le cas. Il existait une règle totalement absurde. Seuls les meilleurs résultats de la saison étaient pris en compte. Concrètement, tes pires courses de la saison étaient supprimées du classement. Un pilote pouvait gagner moins de courses, marquer moins de points au total, mais devenait quand même champion du monde. Alors, pourquoi cette règle existait? Parce que à l'époque, les voitures cassaient tout le temps. La FIA estimait injuste de pénaliser un pilote pour des abandons moteurs, mais le problème, c'est que cette règle a créé des championnats illisibles, des titres incompréhensibles et des pilotes champions du monde avec moins de points que leurs rivales directs. Elle a même changé la façon de piloter. Une fois qu'un pilote avait d'assez bons résultats, certaines courses devenaient presque inutiles. Cette règle a finalement été supprimée parce qu'elle détruisait la logique même d'un championnat, mais elle a laissé une trace énorme en Formule 1.
En Formule 1, il y a eu énormément de types de qualifications différentes. Mais celle que je vais vous raconter, c'est, je pense, la pire qui n'ait jamais été inventée. Au début des années 2000, la FIA impose un système absurde. Un seul tour chronométré par pilote, seul en piste et aucune deuxième chance. Tu fais une erreur, c'est fini. Et encore pire que ça, la grille pouvait être calculée sur une moyenne de tours répartie sur 2 jours différents. Résultat, personne ne comprenait rien à la hiérarchie. La météo changeait, c'est-à-dire que le premier pouvait avoir un temps exceptionnel et le dernier roulait sous la pluie. La piste évoluait, mais les temps étaient comparés comme si tout était équitable. Ce format a détruit le spectacle, qu'on se le dise clairement. Il y avait plus de tension, plus de duels, plus aucune compréhension. Les pilotes détestaient, les équipes détestaient et les fans n'y comprenaient rien. Et pourtant, la FIA l'a maintenu pendant plusieurs saisons parce qu'elle cherchait à créer du suspense artificiel au lieu de laisser la performance parler. Aujourd'hui, ce format de qualification est cité comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut surtout pas refaire en Formule 1. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le format Q1, Q2, Q3 a l'air de bien plaire aux fans, donc ça c'est plutôt cool. Quand on parle du règlement de la Formule 1, on imagine un document clair, public, accessible à tous. Et en F1, il existe ce qu'on appelle des directives internes. Des consignes envoyées aux commissaires pour leur dire comment interpréter le règlement. Et le problème, ces directives ne sont pas toujours publiques, elles peuvent changer au cours de la saison, et parfois le public ne découvre la règle qu'une fois une polémique lancée. Mais au juste, pourquoi est-ce que la FIA fait ça? Eh bah parce que le règlement est volontairement flou. Exemple typique, un pilote ne doit pas obtenir un avantage durable en sortant des limites de piste, ce qu'on appelle les track limits. Mais ça veut dire quoi, un avantage durable? 1 mètre, 2 roues, 1 seconde? C'est là que les directives entrent en jeu. Elles ne modifient pas officiellement le règlement, mais elles changent l'application réelle. Résultat, 2 situations identiques peuvent être jugées différemment selon le Grand Prix, selon l'année ou le directeur en vigueur. Et pour les équipes, c'est un cauchemar. Pour les pilotes, c'est de la loterie. Et pour les fans, c'est incompréhensible. Et pourtant, ces directives peuvent décider de pénalités, de classements, et parfois même l'issue du championnat. Alors, voici une règle que très peu de fans connaissent, mais qui est, comment dire, vraiment what the fuck. En Formule 1, tu n'es pas obligé de finir un Grand Prix pour être classé. Il suffit d'avoir parcouru au moins 90% de la distance du vainqueur pour être classé. Concrètement, tu peux abandonner à quelques tours de l'arrivée et quand même apparaître au classement final. Par exemple, en Autriche, en 2024, on avait eu un accrochage entre Lando Norris et Max Verstappen dans les derniers tours du Grand Prix. Lando Norris avait abandonné, mais avait été quand même classé car il avait parcouru plus de 90% de la course. Alors, cette règle existe pour une raison historique. À l'époque, les voitures cassaient sans cesse et il fallait éviter d'exclure trop de pilotes. Mais aujourd'hui, elle crée des situations étranges. Des pilotes classés sans franchir la ligne, des points attribués dans des courses chaotiques, et quand une course est raccourcie ou arrêtée, cette règle devient encore plus incompréhensible pour le public. Bref, cette règle est invisible, technique, mais fondamentale. Voici l'une des règles les plus cruelles de la Formule 1. Une voiture peut être parfaitement conforme au départ et illégale à l'arrivée. Pourquoi? À cause des contrôles post-race. Après chaque Grand Prix, la voiture est démontée, pesée, mesurée, et certaines règles ne s'appliquent qu'à l'état final de la voiture. Exemple classique, le poids minimum. Une voiture peut être conforme avant le départ, mais si elle perd trop de gomme, trop de fluide ou subit des dommages, elle peut passer sous la limite réglementaire. Résultat, disqualification. C'est exactement ce qui s'était passé pour les McLaren à Las Vegas en 2025. Leur plancher s'était usé de 0,1 mm pour Lando Norris et 0,2 pour Oscar Piastri de mémoire. Résultat, disqualification, même si le pilote n'a rien fait d'illégal en soi. Autre cas, la flexibilité des pièces. Certains passent les tests statiques avant la course. On pense par exemple aux ailerons flexibles que McLaren, encore une fois, avait instaurés en 2025. Et c'est pour ça que certaines victoires disparaissent au garage, juste après le drapeau damier. On se rappellera de la Belgique en 2024 avec une victoire de George Russell. Malheureusement, voiture non conforme à l'arrivée, Lewis Hamilton, alors deuxième, hérite de la première place et remporte le Grand Prix de Belgique en 2024. Le drapeau rouge est l'un des symboles les plus forts de la Formule 1. Mais le règlement n'oblige absolument pas la FIA à relancer la course en cas de drapeau rouge. Si les conditions sont jugées trop dangereuses, la direction de course peut juger un arrêt définitif. Même s'il reste des tours, même si le public attend, même si les équipes protestent. Et dans ce cas-là, le classement est figé selon une règle très stricte. Parfois on se base sur le dernier tour précédent et parfois on se base sur la dernière boucle complète. Par exemple en 2021 en Belgique, la course avait fait 2 tours sous safety car, ensuite drapeau rouge et elle n'avait pas repris. Il me semble qu'ils avaient impliqué que la moitié des points. Bref, c'était un vrai
vrai bordel. En tout cas, ça rend des décisions explosives parce qu'elle mélange texte réglementaire et interprétation humaine. Et le règlement d'ailleurs prévoit ces scénarios, mais il ne l'explique presque clairement jamais au public. Résultat, incompréhension, colère et débat sans fin. En tout cas, la Formule 1 n'est pas juste un sport de vitesse. C'est un sport où l'invisible pèse parfois plus que la piste. Et maintenant que tu le sais, la prochaine fois que tu regarderas un Grand Prix, souviens-toi que même un détail que tu ne vois jamais peut décider de toute l'histoire.